Hello! Bienvenue dans cette masterclass Réinventer sa vie professionnelle sans sacrifier sa qualité de vie. En guise d'introduction, je vais d'abord t'expliquer le pourquoi j'ai créé cette masterclass, ce que tu vas y trouver et comment te l'approprier pour avancer sur ton propre chemin. Déjà, pourquoi une masterclass? Donc, ce que tu vis aujourd'hui, en tant que salarié non épanoui en CDI, moi je l'ai vécu. Peut-être que chez toi, ça se traduit par de la lassitude, de l'ennui, de la perte d'énergie, de stimulation, ou alors c'est une impression, que ta curiosité s'éteint, que tu ne t'accomplis pas, ou encore que tu subis chaque journée qui passe. Pour autant, rien ne bouge, rien ne change, t'es complètement paralysé. Eh bien moi, quand j'étais dans cette situation, que j'étais complètement déprimée le dimanche soir, que je comptais les jours avant le week-end, que je désespérais de ne pas avoir de passion, j'aurais bien aimé qu'on me dise qu'une autre voie était possible, qu'on pouvait allier sens et plaisir, accomplissement et liberté, et surtout qu'il existait des étapes concrètes pour y parvenir. Alors cette formation que je n'ai pas eue à l'époque, mais que j'aurais rêvé d'avoir, je l'ai créée. Et pour tout te dire, je ne l'ai pas créée tout de suite. Parce que j'étais convaincue que chacun ayant sa propre histoire, je ne pouvais pas tenir un discours concret et pertinent qui allait s'adresser à tout le monde. Et je pense d'ailleurs qu'une approche personnalisée est préférable. Mais à force de coacher des personnes qui souhaitaient transiter professionnellement, j'ai réalisé que 5 étapes revenaient continuellement chez chacun d'eux. Pour autant, regarder cette formation, ça va pas solutionner ta situation si tu n'agis pas. Et je sais que c'est l'écueil de beaucoup, et moi la première, j'en ai longtemps fait partie. Je pensais que c'était la réflexion qui allait me libérer de l'indécision, alors qu'en fait, j'ai réalisé que c'est l'action qui libère de cette angoisse. C'est en agissant, en ajustant notre action, qu'on finit par se mettre sur les bons rails. Alors peut-être que ce qui te manque, c'est un petit déclic, une impulsion. Et j'espère que tu la trouveras dans cette formation. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans les étapes concrètes, prenons un peu de hauteur. Pourquoi ce phénomène de transition professionnelle prend-il tant d'ampleur? Quelques chiffres pour commencer. Donc en 2023, selon une étude de l'APEC, plus de 65% des cadres envisageaient une reconversion professionnelle. Et parmi les moins de 35 ans, ce chiffre montait même à 74%. Déjà, ce chiffre te permet de voir que tu n'es pas seul à vivre ce besoin de changement. On est sur une problématique de mutation du monde du travail, voire même de changement d'époque civilisationnelle. Alors, on a des explications structurelles, avec l'accélération technologique et économique, mais moi, ce que je remarque le plus, c'est premièrement le besoin d'utilité. Bah oui, si le travail ne me permet pas de vivre de mieux en mieux, au moins que ça ait un sens. Et la deuxième chose, c'est la priorité, qui est désormais mise sur l'équilibre vie pro-vie perso. Les rêves de grande carrière ont laissé place à des rêves de liberté et d'épanouissement. On ne vit plus pour travailler, on travaille pour vivre. Donc forcément, devoir attendre le week-end pour ses hobbies, voir ses amis, faire du sport, bah, c'est plus OK, quoi. Voilà pour la compréhension du phénomène. Et cette compréhension, elle est indispensable dans le processus de transition. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va te permettre de vivre la première étape, qui est l'accueil de ton besoin de changement. On y va tout de suite. Donc la première étape, elle va consister à accepter ton besoin de changement comme étant légitime, c'est-à-dire de le reconnaître et de le considérer. Alors que tu as peut-être tendance jusqu'à présent à le minimiser ou alors à le voir comme quelque chose de temporaire, qui vient et qui repart. Et jouer sur le yo-yo au niveau de ton humeur, les entreprises savent très bien le faire. Ça s'appelle la rat race. Concrètement, ça consiste à augmenter les salariés très régulièrement pour anticiper toute envie de partir. Bah, en même temps, si l'entreprise te paye mieux tous les 3 mois, t'as un peu moins envie de partir, non? Alors tu restes, et les ruminations reviennent jusqu'à la prochaine augmentation. Et on recommence. Bref, ce système retarde de un ton passage à l'action, et de 2 occulte ton désir de changement profond. Donc l'objectif, ça va être dans un premier temps de se réapproprier ce ressenti, en commençant par se poser les questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce que je ressens vraiment quand je pense à mon travail actuel? Est-ce que je me sens drainée, fatiguée, désespérée, déprimée? Sois le plus précis possible. Deuxièmement, depuis combien de temps est-ce que j'ai ce sentiment de décalage? Donc à partir du moment où tu te poses la question depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a un problème. La difficulté justement, c'est que c'est pas toujours évident de le savoir. Le meilleur moyen pour objectiver la fréquence, c'est de tenir un carnet pour observer les questionnements qui se répètent. Donc pour ma part, j'ai repris mes carnets depuis 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, et tous les indices qui devaient me mener au coaching étaient là. La morale de cette histoire, c'est que même quand vous pensez ne pas avoir de piste du tout, croyez en vous, vous savez déjà pas mal de choses. Troisièmement, demande-toi, qu'est-ce qui me manque profondément dans mon quotidien professionnel? Là, ça doit venir assez naturellement. Est-ce que c'est l'activité en elle-même qui manque de sens? Est-ce que c'est du temps pour moi, pour mes proches? Est-ce que c'est parce que je me sens pas libre d'exprimer ma créativité, d'être moi-même? Est-ce que c'est relationnel?
C'est hyper important d'identifier ce qui te manque précisément, car tu touches à un ou à plusieurs besoins fondamentaux sur lesquels il s'agira de ne pas transiger surtout. Et enfin, dernière question, si j'avais la certitude de réussir, qu'est-ce que je changerais immédiatement? Celle-là, c'est ma préférée parce que ça touche au rêve, qui est souvent noyé en dessous de croyances, de peurs. Et si la réponse c'est je changerais de taf, bah c'est qu'il n'y a plus de questions à se poser. Donc une fois réalisé, tu as simplement fait de la place à ce besoin de changement. Donc ne brusque surtout pas cette étape. C'est vraiment le terreau fertile sur lequel tout le reste pourra se construire. On peut maintenant passer à l'étape 2. Donc maintenant qu'on a accueilli ce besoin de changement, on va se pencher sur le quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais attention, on le fait surtout pas via un bilan de compétences. C'est beaucoup trop rationnel, c'est beaucoup trop orienté CV, et c'est souvent mené par quelqu'un qui est complètement déconnecté du nouveau paradigme dont je parlais en introduction. Mais en plus de ça, comme son nom l'indique, c'est un bilan de compétences, avec donc une approche unidimensionnelle focalisée sur les compétences. Alors que les compétences, ça s'acquiert. Ce qui ne s'acquiert pas, par contre, c'est le pourquoi tu fais les choses, le socle de ta motivation. Donc, on va d'abord explorer ce qui te fait vibrer et on observera ensuite les outils dont tu as besoin, qu'ils te manquent éventuellement pour le réaliser. Donc, premièrement, on va commencer par explorer plusieurs dimensions de manière systémique, c'est-à-dire en prenant en compte tout ton écosystème, relationnel, financier, familial, etc. On va commencer par tes valeurs profondes. Alors, oui, je sais, le mot est devenu hyper fourre-tout, notamment dans le monde de l'entreprise où c'est devenu un discours très corpo. Mais à l'échelle personnelle, identifier ses valeurs, donc ce qui te touche vraiment, c'est réellement trouver son cap, ta boussole pour toutes tes décisions. En coaching, on va y travailler pendant plus d'une heure, parfois deux. Ce qu'on va commencer par faire, c'est trouver une liste de valeurs sur Internet assez exhaustive et sélectionner, sans trop réfléchir, 10 mots qui résonnent le plus pour toi. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas sélectionner 3 valeurs et tu vas les hiérarchiser, donc les classer. Une fois fait, tu vas chercher à définir ce que ça signifie pour toi. Une fois que tu l'auras réalisé, tu vas pouvoir te demander dans quelle mesure est-ce que tu les incarnes au quotidien, dans quelle mesure tu les nourris, de quoi est-ce que tu aurais besoin pour les nourrir encore davantage. Savoir ce qui compte pour toi dans la vie et l'incarner, c'est ultra puissant dans une démarche d'alignement. C'est vraiment le gage de retrouver de l'énergie, de l'élan, de la motivation. Donc à l'avenir, utilise-les comme un filtre à la prise de décision pour t'assurer que tu ne t'éloignes pas de toi. C'est ultra efficace, tu verras. La deuxième chose qu'on va explorer, c'est les besoins. Les besoins non négociables notamment. Ça peut concerner l'environnement, le rythme, l'autonomie, etc. Il faut savoir que les besoins fonctionnent avec une logique binaire. Satisfaction, frustration. Satisfaire ses besoins, c'est tout simplement se montrer la façon dont on va s'estimer, dont on va être attentif à soi. Donc cette étape, elle peut paraître assez redondante quand tu sais déjà les choses, mais c'est vraiment ta capacité à te poser les bonnes questions à cet endroit qui va te permettre de débloquer ton pouvoir d'action. Donc commence par te demander, de quoi est-ce que j'ai besoin pour nourrir mes valeurs? Passer plus de temps en famille, m'affirmer davantage auprès de moi N+1, passer plus de temps seul et réussir à apprécier ça. Ensuite, lorsque je me sens faible, fatiguée, errant, qu'est-ce qui va me redonner confiance? Qu'est-ce qui va me redonner de la force? Est-ce que c'est le fait d'être en lien, de m'isoler? Est-ce que c'est le fait d'écrire, d'apprendre? Ensuite, tu vas aller explorer ce qui te nourrit, ce qui te donne de l'énergie. Quelles sont les discussions qui te font vibrer? Quels sont les livres que tu lis sans voir le temps passer? Etc. Et enfin, tu finiras par ce qui te draine, pardon, ce qui t'empêche. Donc là, ça va être qu'est-ce qui t'épuise, qu'est-ce qui absorbe ton énergie, qu'est-ce qui te parasite. Ça peut être des gens, des tâches, un rythme. Donc tu l'auras compris, respecter ses besoins, ça va avec le fait de poser ses limites et donc d'évaluer aussi ta capacité à dire non. Quand tu respectes pas tes besoins, et si donc tu ne poses pas tes limites, tu vas finir par développer un système de compensation qui consiste à remplacer une chose par une autre qui nous satisfait moins ou seulement sur une courte période. Typiquement tous les excès, fêtes, alcool, nourriture, réseau, ou alors tout ce qui va avoir trait à la fuite, avec les voyages, les week-ends à gogo, etc. Voilà pour ce qui est des besoins. Passons maintenant donc aux passions. Quelle est ta passion? C'est une question qui est certainement encore plus douloureuse quand on y répond en disant « bah je n'en ai pas ». Petite parenthèse du coup pour démystifier ce métier passion. Un métier passion qui te tombe dessus et qui ne demande aucun effort, c'est extrêmement rare. Un métier passion, ça se crée et ça se cultive. Ça part d'un intérêt, et des intérêts et des sujets de curiosité, on en a tous. Et pour que ça devienne une passion, il va falloir le nourrir, chercher à en apprendre davantage. Et donc ça demande parfois de l'effort. Exactement comme une relation amicale ou amoureuse finalement. Personnellement, par exemple, je ne suis pas née passionnée de coaching. J'étais très intéressée par l'analyse des comportements humains, effectivement, mais c'est quand j'ai vraiment commencé à creuser le sujet en lisant, en écoutant des podcasts, en allant à des conférences, que l'intérêt a grandi, jusqu'à souhaiter faire des retraites et évidemment l'exercer professionnellement. Donc non, c'est pas parce que tu n'as pas de hobby depuis tes 4 ans que tu es condamné à subir ta profession.
À l'inverse, il peut être intéressant de trouver ton orientation, c'est différent, parmi les 6 passions d'Hudson. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise en coaching. L'idée, ça va être de trouver cette passion qui fait le plus sens pour toi, cette CE de TE1, et ce sera celle-ci qui te permettra d'alimenter et d'atteindre l'objectif qui t'occupe en ce moment. Donc je vais te lire les 6 passions qui existent, et à toi d'identifier effectivement celle qui résonne le plus chez toi. Donc on a d'abord l'identité personnelle. C'est le fait d'être bien avec soi, de s'aimer. Donc là, en l'occurrence, les questions à se poser, c'est qui suis-je? Que puis-je faire pour être moi-même? Qui m'entoure? Quel est le sens de ma vie? Qu'ai-je besoin d'apprendre? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances? Ensuite, on a un second sujet qui concerne la réussite ou l'accomplissement. Donc là, ici, l'objectif, c'est de se réaliser. Donc les questions que tu vas te poser, ça va être quels sont mes talents? Quels sont mes buts? Comment les atteindre? Comment mesurer mon succès? Quand est-ce assez? Que faire de plus? Et quelle stratégie adopter? On passe ensuite à la troisième passion qui est celle de l'intimité et du partage. Donc là, les questions seront comment je m'attache aux autres? Quels sont les liens que je respecte le plus? Quel amour? Quels amis? Quels liens familiaux? Quelle sensualité? La passion 4, c'est celle du jeu et de la créativité. Le but, c'est de se pencher sur comment est-ce que tu t'exprimes. Est-ce que tu laisses souvent ton esprit errer? Quelles sont mes formes favorites d'expression? Que devrais-je apprendre pour approfondir ma créativité? Avec quels amis suis-je le plus naturellement créatif? Dans quel environnement ai-je le plus de plaisir? On a la passion 5, qui est la recherche de sens. Donc là, le but, ça va être d'intégrer sa quête intérieure. Donc là, les questions à se poser, ça va être pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quel est le sens? Quelle est ma mission? Est-ce que j'appartiens à quelque chose de plus grand? Qu'est-ce que je fais ici finalement? Comment puis-je atteindre la paix intérieure? Et enfin, la passion 6, la compassion et la contribution, avec le fait de donner. Les questions à se poser seront comment puis-je soutenir les autres? Comment vais-je exprimer ma compassion? Quelle cause vais-je servir? Comment utiliser mon temps pour faire la différence? Voilà. Donc là, je t'ai donné les 6 passions d'Hudson, à toi de trouver la tienne. On passe maintenant aux compétences. Donc, après tout ça, on peut passer aux outils et donc aux compétences que tu as et que tu as besoin de développer. Ça veut dire tes savoir-faire techniques, à la lumière de ce que tu as dégagé au-dessus. Donc concrètement, qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu fais de bien. On a ensuite, qu'est-ce que tu fais facilement sans forcer. Donc là, ne cherche pas à le rattacher à une profession. Faut que ça devienne plutôt naturellement. En troisième lieu, on a les soft skills, qui sont souvent sous-estimés. Donc là, pour les alimenter, ce que tu peux faire, c'est solliciter des avis autour de toi. Et enfin, les compétences transversales qui peuvent te suivre un petit peu partout. Si tu sais pas par quelle boule prendre, ce que tu peux faire, c'est créer une ligne de temps avec tes expériences et les moments de vie personnels importants, négatifs comme positifs. Et donc, c'est regarder, pour chaque événement positif comme négatif, quelles qualités et quelles compétences t'ont permis d'atteindre cette réalisation ou alors de dépasser tel obstacle. Passons maintenant à l'exploration extérieure. Passons à l'étape 3, l'exploration extérieure cette fois. Donc tu as maintenant une meilleure compréhension de qui tu es, de ce que tu veux et ne veux plus. Il est temps d'explorer ce qui existe dehors pour aller regarder concrètement à l'extérieur, ce dans quoi tu pourrais t'épanouir, mais aussi de quoi tu pourrais t'inspirer. Un petit mot sur l'inspiration qui a à mon sens son importance. À un moment de ma vie, je rejetais l'idée de m'inspirer des autres parce que j'avais l'impression que ça signifiait me comparer et donc me diminuer. J'ai compris plus tard que l'inspiration n'avait rien à voir avec la comparaison, que c'était simplement observer avec curiosité sa manière d'être, de créer, d'interagir et laisser ça résonner en nous finalement. Et le plus beau, c'est que l'inspiration, elle peut venir de partout. Même des personnes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut faire. Parce qu'au fond, c'est pas tant leur métier qui nous attire que l'énergie qu'elles incarnent et qu'on a, nous aussi, la capacité d'incarner. Alors maintenant, comment on explore avec efficacité? La première étape, c'est d'explorer ton horizon avec méthode. Ça signifie explorer les métiers émergents liés à tes centres d'intérêt. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, j'ai parlé d'évolution structurelle en introduction, donc c'est aller regarder effectivement tout ce qui est nouveau sur le marché du travail et qui pourrait potentiellement t'intéresser. Ensuite, c'est de faire une liste des 5 domaines qui t'attirent, même vaguement, et qui respectent tes besoins fondamentaux. Tu vas ensuite identifier 3 personnes dans chacun de ces domaines que tu pourrais contacter. Et enfin, inspire-toi. Écoute des podcasts, lis des livres, regarde des témoignages, récupère un maximum d'informations qui va venir nourrir les parties de toi que tu as envie d'alimenter. La deuxième étape, ça va être de mener des entretiens exploratoires. Alors, je sais que c'est la partie la plus délicate car elle demande une action concrète dans le réel. Qu'est-ce que ça veut dire mener des entretiens exploratoires? Ça veut dire contacter des personnes, sur LinkedIn par exemple ou autre, qui exercent les métiers qui t'intriguent. Ça veut dire aussi préparer des questions sur leur quotidien, pas seulement sur leur parcours. Demande-leur ce qu'elles aiment et n'aiment pas dans leur métier. L'objectif, c'est pas de trouver la réponse parfaite, mais de réduire progressivement le champ à quelques directions qui résonnent vraiment avec toi. Une fois que tu auras réalisé ça, sélectionne une idée de projet à explorer. Si c'est pas la bonne, tu pourras toujours pivoter ultérieurement. J'en arrive à ma troisième étape, tester avant de plonger.
Commence par identifier les personnes ressources qui vont pouvoir t'aider. Le réseau professionnel, personnel, etc. Propose du bénévolat, associatif dans le domaine visé. Suis des formations, courtes ou des MOOC, pour goûter un sujet, développer des compétences dans le domaine en question, etc. Ou encore participe à des événements du secteur pour ressentir la culture, l'environnement. Et répète ce système aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à te sentir vraiment animé par le sujet. Et tu as vu, je n'ai pas dit jusqu'à ce que tu sois sûr. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais sûr. Mon premier projet, par exemple, de test, moi, c'était la géopolitique. Quand j'ai réalisé que je poursuivais pas le bon projet, ça a été très douloureux parce que j'avais investi du temps et de l'énergie. Mais c'était aussi extrêmement libérateur parce que si je l'avais pas fait, j'aurais toujours été parasitée par le peut-être que j'aurais dû. Donc en fait, en fermant cette porte, ça m'a permis d'en ouvrir une nouvelle, qui était en l'occurrence le coaching, et d'y aller avec conviction et certitude. 3 pièges à éviter avant de finir sur cette partie. Le premier piège, c'est de se perdre dans l'infini des possibilités. Donc typiquement d'être découragé par la diversité des propositions. Effectivement, il y a plein de choses possibles, mais pour autant, reste focus sur le fait de sélectionner quelques sujets qui te parlent, les plus importants. Le second piège, c'est de rester dans la réflexion sans tester. Il y a certaines questions comme est-ce que ce travail me correspond, qui sont intranchables tant que tu ne t'y es pas engagé concrètement, même à une petite échelle. Je le dirai jamais assez, je le disais en intro, mais il faut comprendre que le secret, c'est vraiment l'action. Et enfin, ne pas se fermer trop vite à des options par peur. On l'a dit, c'est le temps de l'ouverture, d'ouvrir des portes. Ne ferme pas de porte tant que tu n'as pas vérifié dans le réel ce que ça donnait. Donc on a fini d'explorer l'extérieur, on va pouvoir se pencher maintenant sur les peurs et sur les croyances. Alors, on arrive à ma partie préférée, qui est celle des peurs et des croyances. Parce que quand on commence à travailler ces éléments-là, on crée les plus gros déclics et donc les plus grosses avancées. Des peurs, faut savoir qu'on en a toutes et tous. Qu'elles soient rationnelles ou non, elles font partie de l'aventure et elles sont souvent bien plus terrifiantes lorsqu'on les projette que lorsqu'on les vit. Mais elles vont se faire particulièrement audibles lorsque le projet commencera à devenir envisageable. Quelques exemples. J'ai investi trop de temps et d'argent pour être ici aujourd'hui, donc la peur de regretter. Je n'ai pas les compétences, ça va me demander trop d'efforts. La peur de ne pas être capable. Je ne peux pas me permettre de gagner moins. La peur du manque financier. Je n'assumerai jamais ça. La peur du regard des autres. Et si je n'y arrivais pas? La peur de l'échec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les peurs n'ont rien à voir avec ta capacité à faire. Plein de gens l'ont d'ailleurs fait avant toi et le feront après toi. Ces pensées que tu rumines, ce sont les gardiennes du statu quo. Leur job, ça consiste simplement à te préserver de l'échec qu'elles perçoivent comme un danger et de l'effort, dans la mesure où le cerveau ira toujours chercher l'activité la moins énergivore. D'où l'addiction aux réseaux sociaux. Cette étape, c'est souvent celle où un accompagnement extérieur, type coaching, thérapie, devient précieux. Parce qu'on touche à nos angles morts. Et comme son nom l'indique, les angles morts sont justement difficiles à identifier seuls. Mais ça ne veut pas dire les renier, ça veut dire travailler avec. Donc comment est-ce qu'on travaille avec nos peurs? La première phase, elle va consister à les identifier. Donc quelle phrase est-ce que tu te répètes sans cesse quand tu penses à changer de job? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de ton éducation, de tes expériences passées, d'un échange avec un proche? Quelle fonction est-ce qu'elles remplissent? Est-ce qu'elles visent à te protéger, à te faire éviter le risque, à conserver ta stabilité? Ensuite, il va s'agir de les confronter à la réalité. Donc pour chaque croyance limitante, demande-toi si tu es en capacité de la prouver rationnellement et factuellement. Donc ça veut dire se demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Et ensuite chercher des contre-exemples. S'il existe des contre-exemples, il s'agit d'une croyance et non d'une vérité. Donc au cours de cette formation, je ne vais pas pouvoir traiter toutes les peurs. Du manque financier, d'abandonner une forme d'identité, d'échouer, de décevoir, de déplaire, etc. Beaucoup de ces peurs, en tout cas, concernent le conditionnement, l'image et l'estime que l'on a de soi. C'est pourquoi dans un projet de transition professionnelle, on passe pas mal de temps à regarder ce qu'il en est de ce côté-là. Et en parlant d'estime de soi, on va passer aux drivers. Donc au-delà de ces croyances limitantes, de ces peurs, il y a les drivers. Et c'est les drivers qui vont nous empêcher d'être pleinement libres de nos choix. Un driver, c'est une grande consigne interne que tu as héritée de ton éducation et qui va venir conditionner tes comportements. On en compte 5. On va avoir soi parfait. Donc ça, c'est une éducation qui a été basée sur l'idée que ton travail, ta valeur, ton comportement doivent être parfaits pour être digne d'être aimé et d'exister, pardon. On a ensuite sois fort. Donc là, c'est une éducation qui est basée sur l'idée que la vie est dure, qu'il faut se battre. On a fait des efforts avec une éducation basée sur l'idée que la vie n'est pas simple, qu'elle est difficile, que l'on n'a rien sans rien. Fait plaisir, avec une éducation basée sur l'idée qu'il faut prendre soin des autres, au point que le sacrifice est souvent une option. Et enfin, dépêche-toi, avec une éducation basée sur l'idée que tout doit aller très vite, que le temps est rare et précieux et que la vie est courte. L'idée de ces drivers, c'est de comprendre que maintenant que tu es grand, tu peux choisir de changer le schéma et donc de créer des espaces de permission où tu vas t'autoriser à sortir de ce driver consciemment et volontairement. Pour ce faire, le mieux, c'est évidemment d'avoir un garde-fou, un coach, un thérapeute ou un proche de confiance à qui tu peux expliquer ta démarche. Voilà pour les drivers. On va passer à la dernière étape.
Il est temps de concrétiser tout ça dans un plan d'action. Tu connais tes freins, tes réflexes conditionnés qui risquent de pop-up dès que tu vas commencer à agir. Maintenant, l'objectif, ça va être de construire un plan d'action réaliste, ni trop vague, qui ne mènerait nulle part, ni trop rigide, qui se briserait au premier obstacle. Pour ça, tu vas commencer par définir deux choses. D'une part, un objectif clair, avec des étapes intermédiaires flexibles. Je m'explique. Fixe-toi des petits pas. La transition est un processus, pas un sprint. Donc tu es à A, ton objectif est à Z. Pour l'instant, contente-toi de fixer B, la prochaine étape vers laquelle tu veux avancer. Deuxième chose, fixe-toi un calendrier réaliste qui va tenir compte de tes obligations financières, tes contraintes familiales, environnementales et ton niveau d'énergie actuel. Typiquement, il est très difficile de mener un salariat de front et de se pencher sur son projet de transition pro le soir. T'as pas l'énergie nécessaire, donc mieux vaut profiter d'un week-end, de vacances, d'un arrêt maladie ou d'un chômage. C'est évidemment plus facile aussi quand tu te fais accompagner. Ensuite, tu vas fixer les ressources nécessaires. Donc ton entourage. Entoure-toi des bonnes personnes qui te soutiennent. Les ressources, ça peut être aussi des formations. Forme-toi pour développer ou renforcer des compétences. Il y en a forcément. Et s'il n'y a pas de budget, YouTube peut être vraiment une mine d'or. Ensuite, ton réseau. Parle de ta réorientation autour de toi pour t'ouvrir aux opportunités au maximum. Et attention, le mot ne va pas plaire à tout le monde, mais travaille ton mindset. Entamer une transition dans la vie avec une confiance dans les aléas, dans ce qui va arriver, sera toujours beaucoup plus performant qu'en ayant un état d'esprit défaitiste. Vois-le comme une manière d'expérimenter, de découvrir autre chose, de sortir de ta zone de confort, plutôt que comme un moyen de réussir. Et fais-toi une promesse aussi, te dire que pendant X mois, tu ne questionnes pas le projet. Ça ne veut pas dire que tu vas supprimer tout esprit critique, mais que tu es déterminé à ne pas transiter. Parce que tu le réalises peut-être pas tout de suite, mais la difficulté, c'est de rester motivé et mobilisé tout au long du projet. Et maintenant que tu as ton plan d'action, agis. Donc c'est le moment où beaucoup de projets de reconversion s'arrêtent. Le passage à l'action concrète. La procrastination n'est pas un défaut de caractère, mais c'est un biais du cerveau pour économiser de l'énergie. N'attends pas de te sentir prêt ou prête. Accepte cette part d'incertitude qui demeurera quoi qu'il arrive et qu'il faut parvenir à accueillir, à accepter, à apprivoiser. Et enfin, dernière chose, rappelle-toi que l'action génère la clarté, pas l'inverse. C'est en agissant que tu affineras ta vision, pas en attendant que tout soit parfaitement clair pour démarrer. Voilà, c'en est fini de cette masterclass. J'espère qu'elle va t'aider à entamer les changements nécessaires dans ta vie. Et d'ailleurs, si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi ou alors à m'envoyer un petit MP sur Insta, ça me fera toujours plaisir de savoir que ça a servi. Et bien sûr, si tu souhaites te faire accompagner dans cette démarche parce que tu sens que tu es complètement paralysé dans tes avancées, tu peux prendre un rendez-vous découverte d'1 heure, c'est gratuit et ça permet vraiment de clarifier ta situation.